milliards et des lettres, c'est le thème de ces 23e journées du patrimoine en Wallonie. Un thème qui permet de mettre en évidence les liens qui unissent notre patrimoine énuyé, plus particulièrement avec les traditions littéraires. Pour illustrer ce thème en Hainaut, nous avons choisi, selon vos envies, de visiter avec vous le château d'Antoing, mais aussi et surtout son bolwerk et son musée lapidaire. Une tour de guet que l'on aperçoit à des kilomètres à la ronde. Déjà mentionné au XIIe siècle, le château d'Antoing fut le bastion de trois puissantes familles. Les d'Antoing, les Melun et les Lignes. La propriété passa d'une famille à l'autre, toujours par mariage et sans jamais faire l'objet d'une transaction financière. Laissez-vous donc guider le long des fortifications dans le musée lapidaire et le vieux donjon et découvrez avec votre guide le rôle de ce domaine dans l'histoire du XIIe au XXe siècle. Le château d'Antoing, quand on y arrive, on ne découvre peut-être pas encore toutes les richesses, toutes les beautés qu'il y a derrière ce mur, mais par contre il y a de suite un monument évocateur, celui qui marque la trace du passage de Charles de Gaulle. Oui, absolument, c'est une stèle qui est dédiée à Charles de Gaulle puisqu'il a passé ici à Antoing une année d'études en mathématiques élémentaires suite à la parution de la loi Combes en France qui stipulait la séparation de l'Église et de l'État. Et la phrase qui est indiquée sur cette stèle a été composée par Charles de Gaulle lui-même pour remercier un prédicateur suite à une retraite qui s'était effectuée à Mouveau. En fait, trois familles ont vécu ici à Antoing. À partir du Xe jusqu'au XIVe siècle, les seigneurs d'Antoing, puis ensuite jusqu'au XVIe siècle, la famille de Melun, qui s'est éteinte d'ailleurs avant la Révolution. Et puis il y a eu entre le XVIe et le début du XVIIIe siècle une alternance entre la famille des Melun et la famille de Ligne. Mais à partir du XVIIIe siècle, début XVIIIe, c'est la famille des princes de Ligne qui occupe ce château. Ce château a été un point fort, je dirais une véritable forteresse. Oui, dès le Moyen-Âge, c'est un château qui était vraiment médiéval et qui a vu sa structure défensive amplifiée au XVe siècle d'ailleurs à cause de l'apparition de l'artillerie. Les bolwerks à l'entrée du château ont d'ailleurs été construits au XVe siècle, mais il faut dire qu'à cette époque-là, il fallait réinventer une nouvelle manière de se défendre à cause justement de l'apparition des premiers canons. Et c'est Jean de Melun qui a construit cette structure, plus évidemment pour s'imposer, et pour marquer sa prépondérance en fait sur l'ensemble de la région. C'est le blason de la famille des Lignes, d'or à la bande de gueule, là où toute chose tombe, Ligne reste droit, n'est-ce pas? Et c'est une famille extrêmement illustre, puisque pensez par exemple à Charles-Joseph de Ligne, qui était un grand diplomate au XVIIIe siècle. Il y a eu Eugène de Ligne, qui a été pressenti pour assurer la régence et qui est devenu président du Sénat pendant 27 ans, un record inégalé jusqu'à présent. Et puis bien sûr, le Charles-Henri de Ligne, à qui l'on doit le château tel que vous le voyez actuellement et qui a fait appel à des élèves qui travaillaient dans l'optique de Viollet-le-Duc, donc des architectes, parents et carpentiers, et qui ont adjoint à ce château les deux tours latérales gauche, le perron et une balustrade néo-gothique qui est actuellement recouverte de vignes vierges.
on peut visiter la salle des gardes, la salle des chevaliers, une chambre à coucher, et on peut accéder au sommet de la tour, après avoir parcouru quand même 265 marches. Mais en le faisant pianissimo, c'est possible. Alors cette salle est historique à plus d'un titre, parce que c'est ici qu'ont eu lieu notamment les pourparlers pour tenter de mettre fin à la guerre de 100 ans, qui a d'ailleurs duré plus de 100 ans. Et ensuite, en 1565, sous le couvert d'un mariage d'Hélène de Melun avec Floris de Montmorency, qui était apparenté au comte de Horn, eh bien, les nobles protestants ont mis au point un manifeste qui stipulait que les protestants voulaient résister à l'Inquisition par leur épée, par leur fortune. Et un an plus tard, en 1566, donc à Bruxelles, à l'hôtel de Culembourg, ce manifeste paraîtra sous le nom de Compromis des nobles. Après également cette réunion des nobles protestants, eh bien Philippe II va confisquer par décret toute la fortune des Melun. Donc Melun-Roubaix, Melun-Luxembourg, Melun-Antoine, c'était une fortune colossale. Et elle va tomber dans l'escarcelle par décision impériale, mais aussi par héritage dans l'escarcelle de Marie de Melun, qui avait épousé le comte Lamoral de Ligne. Les Lignes deviendront en fait princes sous les archiducs Albert et Isabelle en 1602. Revivez l'espace d'un week-end, l'histoire du lieu au travers des textes d'auteurs dans 2 parties du château. Le Bollwerk, chef-d'œuvre de maçonnerie médiévale de guerre, où sera mis à l'honneur l'œuvre de Victor Hugo, et le musée lapidaire, aménagé dans une ancienne tour de défense transformée et où on y retrouvera des reproductions des albums du duc de Croÿ. C'est un des lieux qui, avec le Bollwerk, sera donc accessible durant les 2 journées du patrimoine. C'est ici que l'on a rassemblé les pierres qui, à l'origine, se trouvaient bien sûr dans la collégiale Saint-Pierre, datant du XIIe siècle. Et on y retrouve des membres de la famille des Melun, mais également Florent de Ligne, qui est un des premiers occupants du château, qui avait épousé d'ailleurs Louise de Lorraine, une nièce de la reine de France, du même nom. La plus belle pierre, c'est bien sûr celle de Jean de Melun, qui date du XVe siècle et qui est entourée de ses 2 épouses successives, Jeanne de Luxembourg et Jeanne d'Abbeville. Vous pouvez constater un réalisme étonnant au niveau du visage, les rides frontales, les rides d'expression, regardez les oreilles qui se détachent sur l'oreiller, et puis portant autour du cou le fameux collier de la Toison d'Or, puisque Jean de Melun a été l'ami, le confident, le chambellan du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Ces Bollwerk, je dirais presque qu'ils sont uniques, puisqu'au XVe siècle, on ne réalisait pratiquement plus ce genre de construction à cause justement du bond prodigieux de l'artillerie. Donc vous avez ici 2 Bollwerk, un plus petit et celui-ci beaucoup plus conséquent. Cette deuxième partie, d'ailleurs, vous constatez à l'entrée, est réalisée en léger arc de cercle, voyez-vous, pour que les canons ne bombardent pas directement le château. Retour sur ces journées du patrimoine avec cette partie du 12e siècle que l'on peut, et 15e que l'on peut évidemment et que l'on pourra visiter lors des journées du patrimoine. Oui, absolument, avec lecture notamment de textes de Victor Hugo, projection du dessin que ce grand écrivain a réalisé lors de sa visite à Antoine en 1864 et avec adjonction de musique contemporaine de ces écrivains.
temps ne s'est pas arrêté. Rien n'est figé ici. L'histoire continue à s'écrire. Absolument. Il s'écrit d'ailleurs, cette histoire s'écrit toujours d'ailleurs avec la famille de Ligne, qui est omniprésente ici à Antoing et dans la région. Mais c'est un château qui garde aussi, une consonance humaine, une continuité qui est presque tangible. La semaine prochaine, nous nous arrêterons à la maison du canal à Étain-Puy. Là, nous rendrons un hommage toujours très émouvant aux Satcheux, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui tiraient les bateaux le long des berges du canal de l'Épierre. À très bientôt.